Bonjour, vous êtes sur For Change, c'est Lex Inside, votre émission consacrée à l'actualité juridique. Au programme de ce numéro, on va parler de la responsabilité des fonctions achats dans la stratégie de décarbonation des entreprises. Ce sera dans quelques instants avec Mathias Dantin, avocat associé chez Herbert Smith Freehills. On évoquera ensuite le règlement professionnel du notariat avec Bertrand Savouret, premier vice-président du Conseil supérieur du notariat. Et enfin, on parlera fuite de données, quel droit, quel recours judiciaire. Ce sera avec Alexandre Lazareg, avocat fondateur de Lazareg Avocat. Voilà pour les titres, c'est parti pour Lex Inside. Quelle responsabilité des fonctions achats dans la stratégie de décarbonation des entreprises? On en parle tout de suite avec mon invité, Mathias Dantin, avocat associé chez Herbert Smith Freehills. Mathias, bonjour. Bonjour Arnaud, merci de votre invitation, ravi d'être avec vous. Quelles sont les connaissances des fonctions achats en matière de décarbonation des entreprises? Eh bien, c'est un marché très diversifié, pour ne pas dire à 180 degrés. C'est sûr que les entreprises qui ont déjà des questions depuis longtemps d'ordre environnemental ou de grosse consommation d'énergie vont bien sûr avoir une longueur d'avance et vont être beaucoup plus experts sur ces questions qu'elles se sont déjà posées. Ce qui fait que pour les autres fonctions achats des autres entreprises, c'est un peu une découverte. Je vais dire pour rentrer dans le bain, il y a le fait de d'abord analyser quelles sont les émissions de l'entreprise et quel peut être justement le plan d'action. Et ensuite, la seconde étape, celle où justement les conseils juridiques, nous allons être beaucoup plus impliqués et qui est une vraie transition, ça va être la découverte effectivement d'un nouveau monde avec des acteurs qui sont plus spécialisés dans les solutions de décarbonation et de transition énergétique et qui ne vont pas ressembler aux fournisseurs classiques que les fonctions achats ont l'habitude de côtoyer, où elles peuvent imposer un peu leurs conditions standards, où quelque part les règles du jeu sont connues. Et là, effectivement, c'est un nouveau monde qui s'ouvre devant elles et qui implique une compréhension d'un nouvel environnement juridique et de nouvelles relations contractuelles. On vient de voir donc les connaissances des services achats en matière de décarbonation, mais quelles sont les attentes des acteurs de la transition énergétique vis-à-vis de ces services achats? Alors, le monde de la décarbonation est très vaste. Je dis souvent que c'est un tableau impressionniste. On voit l'objectif lointain à 2030-2050 de réduction de nos émissions d'un point de vue global au niveau de l'Union européenne. Mais quand on se rapproche, c'est plein de petites mesures, de régimes d'aide différents. Et de la même manière, c'est un peu un maquis très bourgeonnant, les offreurs de solutions. Celui, je pense qu'il est intéressant de regarder, c'est ceux qui ont attiré les acheteurs au cours des dernières années parce qu'ils offraient des solutions qui n'étaient pas liées au prix du marché. C'est quel type d'acteurs? Alors voilà, ça va être des développeurs de centrales renouvelables, des gens qui vont proposer des solutions de biogaz, d'hydrogène vert, voire même de capture du CO2, de chaleur renouvelable, voire dans certains cas aussi de performance énergétique de manière plus générale. Ces acteurs-là vont avoir des spécificités parce qu'ils vont proposer quelque part un produit qui va être fait pour les besoins du consommateur, qui va être créé pour lui, qu'en bon franglais on va appeler greenfield, qui va être développé. Donc l'exemple, je pense, de la production d'électricité renouvelable est le plus simple parce que c'est visible pour tout le monde. On va construire une centrale qui va produire de l'électricité renouvelable, installer des panneaux solaires ou installer des éoliennes, dont l'électricité, in fine, va être vendue au consommateur. Donc, il y a une déconnexion du marché, des prix de marché, puisque là, l'objectif de celui qui développe la centrale ne va pas être de regarder à quel prix il peut le vendre sur le marché, mais bien à un acheteur qui est déterminé. Et par conséquent, les attentes vont être liées à la façon dont il doit pouvoir se financer pour construire cet actif, qui fait recours le plus souvent au financement de projets, donc à une idée d'aide bancaire à plus de 80% pour le financement, avec un objectif qui est ce soit sans recours, donc sans garantie de la maison mère, et donc des attentes qui vont en dériver, qui vont découler de cela, où par conséquent l'acheteur est vraiment clé et il va avoir une attente très particulière sur sa solidité et donc va pouvoir potentiellement déclencher des discussions de besoin de confort avec une garantie maison mère ou des garanties bancaires et voilà d'autres attentes notamment sur la durée du contrat puisque il va être adossé vraiment à l'acheteur et à son consommation et donc il va avoir la nécessité de durée longue, 10, 15 voire 20 ans qui ont un intérêt peut-être pour des gros consommateurs qui cherchent aussi de la stabilité, un peu de boussole dans ce monde, parce qu'on a une boussole à l'heure actuelle pour l'énergie qui s'appelle l'AREN, l'électricité nucléaire à 42 € du mégawattheure. Ça va prendre fin 2025. Le contrat d'extrait renouvelable, sa durée longue, a un avantage parce qu'il a ce côté de visibilité à long terme, mais qui peut être aussi un frein parce que le contrat de fourniture que l'acheteur habituel connaît
dans son entreprise. C'est un contrat d'adhésion conclu pour 1, 2 ans, donc durée courte, pas de négociation, alors que là, on passe sur un produit un peu sur mesure et avec peu de benchmark, donc quelque chose de nouveau à appréhender pour des gens qui ne sont pas habitués à l'énergie, par exemple. Donc, on a vu les attentes du marché. Concrètement, quel rôle peuvent jouer les services achats dans la décarbonation? Alors, quelque part, ils sont un peu le chef d'orchestre. Ça veut dire quoi, chef d'orchestre? Alors, chef d'orchestre, dans le sens où, ils doivent comprendre quelle est la partition, ils doivent l'écrire. Alors là, selon la structuration des entreprises, il y aura peut-être une direction RSE qui aura, elle, effectivement, donné l'étoile à suivre. C'est eux qui donnent le là. Voilà, qui va dire là où on veut aller, mais eux, ils vont devoir rédiger, effectivement, la façon de l'atteindre, ou aider à le rédiger, et surtout le mettre en musique dans le sens quels vont être les prestataires de services qui vont nous permettre d'atteindre ces résultats. Donc d'abord le prestataire qui va nous permettre de savoir où on en est en termes d'émissions, de comprendre là où on en est, et ensuite ceux qui vont nous permettre de les réduire. Et c'est donc là effectivement le passage à comment je les choisis et comment je mets en place cette stratégie. Et comme on l'a vu, c'est un domaine souvent nouveau, ou en tout cas avec des pratiques auxquelles ils ne sont pas forcément habitués. Et donc d'où la nécessité, je pense, très tôt d'impliquer pour eux le plus possible les groupes clés, les équipes clés de leur entreprise, en particulier le juridique et le finance, si le RSE n'est pas déjà impliqué, pour comprendre par exemple les nouveaux contrats, qu'est-ce qu'ils vont impliquer comme changement de paradigme par rapport à ce qu'ils avaient avant. Du point de vue financement, on a évoqué peut-être la nécessité de mettre en place une garantie bancaire, donc comprendre les implications, ou peut-être encore si on prend l'exemple des corporate PPA, une implication du point de vue comptabilité, ou du point de vue norme IFRS, va falloir qualifier effectivement le contrat passé et savoir comment on le traite avec les commissaires aux comptes. Donc voilà, donc très vite des implications des autres équipes, et donc plus c'est fait en amont, mieux c'est pour comprendre. Et là enfin, bien sûr, le rôle du conseil, notamment juridique, c'est l'avantage d'être comme dans l'arbitre dans un match de tennis. Nous on est sur la chaise haute, on a l'avantage de voir beaucoup de parties se jouer. Vous avez une vue d'ensemble. Exactement, et d'apporter effectivement cette aide pour anticiper les problèmes un peu habituels et les questions qu'ils doivent déjà poser auprès des autres équipes et anticiper, et leur donner un petit peu, d'éclairage sur quelles sont les autres pratiques et comment se font effectivement l'approche de la négociation du contrat dans ce nouveau cadre. Pour terminer, le dialogue que vous avez évoqué entre les autres directions, entre les services d'achat et par exemple le juridique ou la partie financement, ça se fait facilement ? Je pense, alors ça c'est bien sûr des cultures d'entreprise, mais ça se fait, je pense facilement, dès lors que la fonction achat comprend, c'est la démarche qu'on propose, d'appréhender et de comprendre dès le début en fait quelles sont les problématiques et comment va se jouer la partition quelque part de la mise en œuvre de la solution, de la discussion déjà de la solution contractuelle avec le prestataire de service, et ça permet de dérouler les contraintes types. Vu votre notation financière, par exemple, ils vont vous demander une garantie bancaire, donc il faut déjà préempter ce point et déjà réfléchir si c'est possible ou pas possible. Pour anticiper. Voilà, et là, dès lors que c'est compris qu'en fait, le fait d'anticiper ces problématiques, ça va permettre de fluidifier et d'abord de mieux sélectionner les offres en comprenant ce qu'elles impliquent, selon ce qui est écrit. 2, de mieux négocier, parce qu'on va comprendre ce qu'attend l'autre partie, alors que souvent on a vu des blocages, on a été parachuté en fin de négociation avec des gens qui étaient sur des blocages dont on expose immédiatement la racine et la raison dès le départ, mais les offreurs de solutions viennent d'un monde où ils connaissent pas trop la relation clientèle, donc des fois il n'y a pas cette relation pédagogique vis-à-vis de leur acheteur. Cette pédagogie initiale joue à plein, et là aurait permis justement effectivement de désamorcer ces points-là en impliquant les bonnes équipes et les bonnes personnes dès le départ. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci de votre accueil, à très bientôt. On poursuit ce Lex Inside et on va parler du nouveau règlement professionnel du notariat avec mon invité Bertrand Savouret, premier vice-président du Conseil supérieur du notariat. Bertrand, bonjour. Bonjour Arnaud. Pouvez-vous nous présenter le nouveau règlement professionnel du notariat ? Oui, bien sûr. Alors c'est l'aboutissement d'un travail déjà depuis 2 ans, puisque la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire date de décembre 2021 et a décidé que les professions réglementées, et notamment le notariat, devaient se doter d'un nouveau code de déontologie. Il n'y avait pas de code du tout. Il y avait des textes, mais il n'y avait pas de code. Donc un code de déontologie et également des règles applicables à la profession notariale. Donc pendant 2 ans, on a travaillé, on a mis en place un groupe avec des notaires, avec un conseiller d'État qui nous a aidés à la rédaction, avec des universitaires aussi. On a beaucoup travaillé sur les textes qui existaient dans notre profession, puis on a compilé, rassemblé, on a abouti
donc ces deux textes dont l'entrée en vigueur est prévue, le premier existe depuis le 1er février dernier, que sont d'une part le code de déontologie et d'autre part ce qu'on appelle le RPN, le règlement professionnel du notariat, qui complète en fait le code. Le code, on a fait le choix de faire très peu d'articles, de le faire très condensé, parce qu'il y a 28 articles. On a voulu ça parce qu'il faut que ce soit très lisible pour tout le monde, pour le public, pour nos clients, pour les notaires, et que vraiment ça reprenne les principes très fondamentaux. Et à côté de ça, on a donc le RPN, Règlement professionnel du notariat, qui, dans une première partie, il y a 3 parties, dans une première partie décline un peu le code, les 28 articles du code, en le détaillant un peu davantage, en donnant des précisions. Dans une deuxième partie, édicte un certain nombre de règles professionnelles dans la façon de travailler entre notaires, la façon de travailler des dossiers, la façon de rédiger, etc. Et la troisième partie traite des relations des notaires avec leurs instances, du fonctionnement des instances. Voilà. Donc 3 parties. Et voilà, maintenant c'est entré en vigueur depuis le 1er février. Et c'est vrai qu'on est très content d'avoir des textes qui rassemblent un peu tout ce qui était avant un peu épars, on va dire, hein, surtout. Quels sont les apports de ce nouveau corpus juridique que vous venez de décrire? Alors d'abord, le texte prévoyait on ne devait pas forcément être dans l'innovation. Hein, l'idée, c'était déjà de rassembler tout ce qui existe pour éventuellement le réécrire. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte en écrivant que depuis les dernières écritures de ce texte, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a la loi croissance dans les professions réglementées, mais il y a aussi... Qui a ouvert un peu à d'autres études de notaires. Qui a ouvert à beaucoup de monde, à beaucoup d'autres notaires. Il y a eu le Covid qui a changé complètement un certain nombre d'usages. Je parle du télétravail notamment. Il y a eu la digitalisation qui a introduit des façons de se comporter de façon professionnelle un peu nouvelles. Donc tout ça fait qu'il fallait réinventer, réécrire et parfois, effectivement, peut-être un petit peu innover. Alors d'abord, on a commencé par réaffirmer des principes un peu fondamentaux de ce qu'est le notaire et ce qu'il doit être. Libre choix du notaire par son client, impartialité dans l'exercice professionnel, loyauté, dignité, ce qu'on appelle la délicatesse aussi, la façon de se comporter du notaire qui est un officier ministériel, bien sûr. Donc tout ça a été réaffirmé. Le secret professionnel, par exemple, voilà d'autres sujets qui sont réaffirmés. Après, il y a d'autres thèmes qui ont été, je dirais, un petit peu repensés. Je pense notamment à la question des locaux. Par exemple, on s'est interrogé, on s'est dit, est-ce que on pourrait imaginer un notaire sans office, complètement digital. Un notaire nomade, en quelque sorte? Nomade ou même chez lui, après tout. Chez lui, avec son ordinateur, et puis à distance, il fonctionne avec à distance, puisque vous savez que dans la profession notariale, on a beaucoup digitalisé la relation avec le client. Donc, on a pris une position, on a écrit que le notaire doit avoir un local. Il doit avoir un local où il exerce majoritairement sa profession, et ce local doit être à même de recevoir du public, parce que tout public n'est pas digital, et que donc le notaire est là pour recevoir du public. Bien sûr. Donc ça, on l'a écrit. Et pour autant, on a laissé ouvert la possibilité d'avoir des lieux séparés des offices, ce qu'on a appelé les tiers-lieux, des endroits où se trouvent des collaborateurs qui n'ont pas forcément envie de se déplacer dans l'office. Un tiers-lieu à un endroit, par exemple, quand vous êtes notaire dans une zone rurale, vous pouvez avoir un tiers-lieu dans une ville, par exemple, ou une ville moyenne, pour faire en sorte que les collaborateurs soient plutôt dans cet endroit plutôt que se déplacent dans l'office. Voilà. Donc voilà l'exemple de nouveauté. Autre exemple de nouveauté, on a travaillé sur la communication. On a réaffirmé, parce que ce sont les textes, que le notaire n'a pas droit à la publicité personnelle, mais qu'en revanche, il a le droit de faire ce qu'on appelle de la sollicitation personnalisée, puisque les textes avaient ouvert la sollicitation personnalisée. Donc on a introduit dans nos règles cette possibilité-là. Voilà quelques exemples, si vous voulez, de nouveautés. On a aussi reformulé 2 choses importantes. On a reformulé que le notaire doit être présent physiquement pendant tout le rendez-vous de signature avec le client. Il ne doit pas laisser la main à des collaborateurs ou des assistants. Pour vous, l'intuitu personné, c'est extrêmement important? Oui, et puis l'intuitu personné, puis l'expression du consentement. C'est-à-dire que ce qui légitime et ce qui est très important pour le notaire, c'est de s'assurer que le client a bien compris ce qu'il signe et qu'il ait bien exprimé son consentement sur ce qu'il est en train de signer et qu'il a compris tout dans toutes ses dispositions. Donc pour ça, le notaire doit être là. Donc ça, on l'a réaffirmé. On a également réaffirmé l'interdiction de la sous-traitance dans notre profession, puisqu'il y a eu beaucoup de sociétés de sous-traitance qui ont proposé des services aux notaires, mais nous, on a dit, écoutez, nous, on a un cadre économique, on a un tarif, les clients payent chez nous une certaine somme, c'est pour qu'on produise la prestation, c'est pas pour qu'on la sous-traite à des gens qui la traiteraient de façon différente. Donc, interdiction de la sous-traitance qui permet de mieux gérer aussi le secret professionnel et l'authenticité
de la prestation qu'on accomplit. Donc en résumé, réaffirmer certains principes et s'ouvrir au monde d'aujourd'hui. C'est exactement ça. Réaffirmer, réécrire parfois de façon un peu différente et introduire des nouveautés qui nous permettent de mieux être adaptés au monde d'aujourd'hui. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Mais merci à vous, merci beaucoup. On poursuit ce Lex Inside, on va parler fuite de données, quel droit, quel recours judiciaire avec mon invité Alexandre Lazarègue, avocat fondateur de Lazarègue Avocats. Alexandre, bonjour. Bonjour Arnaud. Qu'est-ce qu'une fuite de données ? Une fuite de données, ce sont des données personnelles, des données qui permettent de nous identifier directement ou indirectement, qui ont été transmises à des tiers, qui circulent dans l'espace public sans son consentement. Des noms, des prénoms, des coordonnées bancaires, des numéros de sécurité sociale, mais aussi des éléments de géolocalisation, par exemple, qui ne sont pas directement des moyens de nous identifier, mais par croisement avec d'autres données, peuvent révéler des informations tout à fait personnelles de notre intimité et qui circuleraient comme ça dans l'espace public, dans le dark web, mais pas seulement, sur des forums internet, entre des criminels et qui sont utilisés ensuite pour commettre des infractions dont on pourrait être des victimes immédiates. Concrètement, ça se passe comment en général ces fuites de données ? Alors, il y a tout un tas de manières de récupérer ces données, mais disons qu'en ce moment, c'est-à-dire depuis plusieurs années, on remarque le phishing, c'est-à-dire la possibilité de recevoir un SMS ou un mail qui donne l'apparence d'être un mail qui correspond à une entreprise dont on a l'habitude, avec laquelle on a l'habitude de communiquer, par exemple notre banque ou bien des sociétés avec lesquelles nous sommes assurés, etc. Et en réalité, ce sont une manœuvre, une escroquerie, parce que quand on clique, eh bien, on donne des informations sans le savoir à des personnes qui ne sont pas les personnes telles qu'elles se sont présentées, et sur la base de ces petites informations, eh bien, petit à petit, viennent vers nous, essayent de collecter de plus en plus d'informations pour, à la fin des fins, il faut être clair, pour qu'on leur remette des fonds. Alors, une fois qu'on a fourni nos informations, comme vous venez de le décrire, quel recours ont les victimes ? C'est là que c'est assez compliqué parce que les recours, il y a une autorité de régulation chargée de s'assurer que les entreprises ont bien respecté le droit des données personnelles, hein, celui qui est censé justement nous protéger à ce sujet. Et chacun d'entre nous, la CNIL absolument, avons la possibilité de déposer une plainte pour alerter, pour informer cette autorité de régulation, mais qui n'a que la possibilité d'investiguer et puis le cas échéant de sanctionner l'entreprise qui n'aurait pas respecté le droit applicable, mais elle n'a la possibilité que de sanctionner de façon administrative, autrement dit de réclamer des amendes, mais qui n'iront jamais dans la poche des victimes. Alors, il n'y a pas de responsabilité pénale, ça veut dire ? Absolument. Ceci étant dit, donc le législateur a quand même pris un certain nombre de mesures, puisqu'il a sanctionné le fait de manquer au RGPD par des infractions pénales. Par exemple, il est prévu dans le code pénal le fait qu'une personne qui n'aurait pas respecté les règles de sécurité prévues dans le RGPD pourrait être sanctionnée. Donc ça peut être aussi évidemment une personne morale. L'amende peut aller jusqu'à 54 millions d'euros. Donc le cas échéant, c'est une infraction pénale. Et les victimes, c'est-à-dire celles qui ont vu leurs données volées, fuitées, le cas échéant, peuvent effectivement se constituer partie civile. Mais il faut ajouter qu'encore faut-il pouvoir démontrer que la fuite de données, parce qu'on était abonné à telle ou telle entreprise, est le résultat de l'escroquerie. Il faut démontrer le lien de causalité. Le lien de causalité matérielle. La CGE l'a reconnu, mais il faut effectivement un dommage, un préjudice et un lien de causalité. Tous les juristes connaissent ça. Ce qui est nouveau, c'est que la Cour de justice de l'Union européenne a reconnu récemment qu'il est aussi possible de revendiquer un préjudice moral par la seule crainte, dès lors qu'on a été informé que ces données ont été usurpées, le cas échéant, être victime de telle ou telle escroquerie. Donc ça, c'est une nouveauté. C'est une décision qui a été prononcée pour une affaire en Bulgarie, au centre des impôts bulgares. Mais ceci étant dit, elle vaut pour tous les citoyens de l'Union européenne. Et c'est une chance pour les victimes qui, le cas échéant, pourraient en effet réclamer auprès de ces entreprises qui n'ont pas assuré les règles élémentaires de sécurité, de devoir rembourser des frais de dommages moraux pour avoir vu ces données personnelles fuitées.
Alors pour terminer, peut-être des conseils pratiques, comment se prémunir d'escroqueries comme vous venez de décrire? Alors, si on va du point de vue des entreprises, il est très important, elles doivent comprendre que c'est un enjeu majeur pour elles et que ça doit être un poste tout à fait sensible. Il faut qu'elles assurent la sécurité des données personnelles de leurs clients, de leur personnel et de toutes les données qu'elles collectent dans le cadre de leur activité. Ça, c'est vraiment très important. C'est un enjeu et un risque majeur pour les années à venir. Et pour l'année 2024, un certain nombre de rapports l'ont identifié comme un danger tout à fait important. Pour les personnes physiques, effectivement, il y a un certain nombre de règles assez simples qui peuvent nous prémunir de manière tout à fait significative. Modification du mot de passe régulier et pas un mot de passe qui correspond à sa date de naissance ou à un nom qui renvoie à notre environnement familial immédiat, si vous voyez ce que je veux dire. Un mot de passe qui révèle, qui laisse de l'entropie, on appelle ça en technique, c'est-à-dire du hasard. Il faut aussi assurer des antivirus classiques, être plus prudent lorsqu'on reçoit un certain nombre de mails ou de SMS, contrôler, s'assurer qu'on connaît son interlocuteur ou le cas échéant vérifier eh bien effectivement qu'il n'est pas l'objet d'une fraude en tapant sur Internet. Il y a un certain nombre d'outils faciles, accessibles et qui permettent de effectivement nous prémunir contre ce genre de situation. On va conclure là-dessus. Merci Alexandre d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, merci de votre invitation. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur 4Change pour un nouveau numéro de Lex Inside.